Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc comme je l'ai dit, la relativité n'est pas une théorie de la lumière, mais la lumière a joué un rôle extrêmement important dans sa genèse. Donc il est utile de retracer les conceptions historiques. Alors la lumière a longtemps, très longtemps, eu un caractère mystérieux. Les conceptions étaient philosophiques, métaphysiques ou théologiques, donc religieuses. Et souvent, le tout se mêlait. Ce n'est vraiment qu'à l'époque moderne, avec la science moderne, qu'on a commencé à avoir une approche plus expérimentale et qui a permis de vraiment comprendre, de progresser dans la compréhension de la lumière. Pour le temps et l'espace, là, il y a eu peu d'évolution pendant très longtemps. Les choses semblaient un peu évidentes. L'espace autour de soi, le temps qui s'écoule. Les débuts de la science moderne ont surtout apporté une approche quantitative par la mesure des distances et la mesure du temps. Avec l'apparition de l'arpentage, des horloges, etc. Alors, pour la lumière, les conceptions dites archaïques, qui remontent à l'Antiquité, on commence avec Héraclite d'Éphèse, vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. Pour lui, la lumière est un feu idéalisé, qui a précédé toute matière et mouvement. C'est donc une conception très théologique. Pour les pythagoriciens, par contre, la lumière est plus un moyen, un processus d'action qui nous permet de voir et d'explorer le monde qui nous entoure. C'est une vue très pragmatique. L'Antiquité mélange d'ailleurs souvent la lumière et la vision. Donc le fait de voir avec nos yeux. Les mélange de diverses manières et souvent ne les distingue pas. La lumière n'est pas toujours vue comme un objet en soi, mais plutôt comme quelque chose en lien avec notre vue. Et le but est aussi de créer des théories de la vision. Comment voyons-nous? Pourquoi voyons-nous? Ce qui manquait beaucoup à l'époque, c'était l'expérience, des expériences qui auraient permis de trancher entre diverses idées, d'en apprendre plus sur la lumière, mais également la physiologie de l'œil, qui était très mal connue à l'époque. On ne savait pas comment l'œil fonctionnait. C'est vers cette époque aussi que Empédocle d'Agrigente crée la théorie des 4 éléments. Très connue parce qu'elle a régné pendant très longtemps, jusque tardivement au Moyen-Âge, et notamment chez les alchimistes. Donc l'idée que il y a le feu, l'air, l'eau et la terre, et que tout est composé en diverses proportions de ces éléments. Il y a des éléments plus terreux, des éléments plus aériens. Et ces 4 éléments, il ne faut pas les identifier avec des choses qui nous entourent, c'est plutôt une idéalisation. Ainsi, le feu des 4 éléments est assez semblable au feu d'une flamme ordinaire ou à la lumière, tout en étant différent. Il est plus pur, plus idéalisé. Pour Leucippe de Milet, même époque, 5e siècle avant Jésus-Christ, le feu est composé d'images réduites des objets. Ce sont des images des objets qui se propagent et qui transportent leur qualité, appelée eidola. Ça a été repris par Épicure et ses continuateurs. Ça permettait de bien expliquer la vision. On reçoit les eidola, ce qui nous permet de capter, ressentir la nature, la forme, l'image des objets. On a attribué à ces eidola, donc ces qualités, toutes sortes de choses. Bien sûr, l'intensité lumineuse, la couleur, mais également des choses qui pourraient nous sembler plus étranges, comme une odeur, notamment avec Anaxagore. Pour Démocrite, toute chose est constituée d'atomes, des quantités infimes, inobservables,
insécables dont l'agencement donnait les différents corps avec leurs propriétés. Pour Démocrite, la lumière était simplement le mouvement et les chocs entre les atomes. Et donc la lumière était une propagation de chocs à travers les atomes de l'air. Euclide et Aequitas de Tarente créèrent la théorie du feu visuel. Pour eux, ils comparent la vision à le fait de toucher quelque chose. On touche quelque chose avec la main et donc on connaît la nature de l'objet. Donc pour eux, l'œil émet quelque chose, un feu visuel, qui va alors toucher les objets, toucher entre guillemets, toucher avec cette lumière, qui permet alors de voir l'objet comme la main sent un objet. Ces conceptions ont perduré assez longtemps. Notons que Euclide a créé l'optique géométrique. Euclide est célèbre pour ses travaux mathématiques et en géométrie, il a créé la géométrie moderne, qui est encore enseignée de nos jours. Et l'optique géométrique, qui permet de tracer les rayons lumineux pour la réflexion sur les miroirs, la traversée des lentilles, etc. Dans la conception d'Euclide, les rayons lumineux étaient émis par l'œil. Et la théorie marche très bien parce qu'en fait c'est réversible. Quand vous considérez un rayon lumineux qui se reflète sur une surface, vous pouvez considérer le rayon lumineux allant dans un sens ou dans l'autre. Ça marche dans les deux sens. Et donc la théorie marchait bien. Elle est d'ailleurs utilisée encore de nos jours comme outil mathématique. Quand on calcule sur ordinateur une image et qu'on veut calculer les ombres, les lumières, les reflets, il est souvent beaucoup plus facile de partir de l'œil de l'observateur et de considérer uniquement les rayons qui atteignent son œil, pour ne pas faire des calculs inutiles. Et donc, de faire le calcul inverse en prenant des rayons qui vont dans l'autre sens, partant de l'œil. Donc, cette approche marche très bien. Ce fut repris, par exemple, par Hipparque, en 150 avant Jésus-Christ, par Héron d'Alexandrie, par Ptolémée, au 1er siècle, après Jésus-Christ. Donc, ces conceptions ont duré assez longtemps. Au 2e siècle, Galien étudie l'œil. Donc lui, il a surtout fait des progrès en médecine. Donc il a disséqué l'œil des animaux, l'œil humain, et a établi sa structure avec le cristallin, la rétine, et a pu ainsi comprendre comment l'image se formait sur la rétine grâce au cristallin. Souvent, toutes ces conceptions un peu diverses que nous venons d'exposer étaient parfois mélangées. Par exemple, pour Platon, l'œil émet un feu visuel, comme la main va toucher un objet, et puis il y a un retour, des eidolâs qui reviennent, tout comme la sensation remonte le bras jusqu'à notre cerveau, et les eidolâs remontent jusqu'à l'œil. Et c'est l'accord entre le feu visuel et le retour, l'accord entre les deux qui nous permet de voir. Longtemps, ces conceptions ont perduré, conceptions diverses, et il y a eu peu de progrès pendant longtemps, pendant l'époque romaine, pendant le bas Moyen-Âge. La percée, la véritable avancée, n'a pas eu lieu chez nous. Ça s'est produit dans le monde arabe, en Égypte et en Arabie. Au XIe siècle, donc beaucoup plus tardivement, Ibn al-Haytham al-Hazm a étudié la lumière en séparant nettement le concept de lumière, l'objet en tant que physique, en tant que soi, et la vision. Deux choses séparées. Il a imaginé et conçu, fabriqué des chambres noires, donc ces pièces totalement fermées, avec un petit trou qui laisse passer la lumière,
et qui permet, par projection sur un écran, d'étudier les images, inversées d'ailleurs. Technique qui a été réutilisée plus tard dans les appareils photographiques. Il a repris le concept de rayon lumineux, mais en considérant cette fois-ci le sens direct, depuis l'objet jusqu'à l'œil, ou depuis émis par un objet lumineux, une flamme, le soleil, les rayons lumineux qui partent de l'objet lumineux. Il étudie ainsi les miroirs, les lentilles, la diffusion de la lumière, et de gros progrès sont faits. C'est arrivé chez nous en 1271, grâce aux traductions de l'italien Vitello. Les conceptions arabes sont beaucoup arrivées à travers l'Italie. Malgré tout, les progrès étaient encore assez lents chez nous, parce que tout s'enfiltrait dans des discussions philosophiques et théologiques, qui faisaient que, en réalité, on ne progressait pas vraiment. Les choses ont un peu changé au XIIIe siècle, en Angleterre, à Oxford, où des scientifiques, Robert Grosseteste et Roger Bacon, ont repris la méthode expérimentale des Arabes. Donc, ils ont réétudié, par eux-mêmes, par l'expérience, tout ce que Al-Hazen avait fait. Ils ont aussi étudié l'arc-en-ciel, et le prisme, et la décomposition des couleurs. Et donc là, on a commencé réellement à avoir des progrès, grâce aux conceptions expérimentales d'Al-Hazen, et grâce à l'optique géométrique d'Euclide, mathématique. Les deux ont commencé enfin à percoler et à permettre de véritables avancées. En particulier avec la Renaissance. À l'époque de la Renaissance, on a commencé à réellement voir ces progrès prendre forme. Ainsi, Léonard de Vinci a repris le concept de chambre noire, a étudié les couleurs et il a comparé la propagation du son et la propagation de la lumière. Grégoire Reich de Fribourg, Moricolo et Giambattista della Porta ont abordé les choses d'un aspect beaucoup plus pratique et ils ont fortement amélioré la conception des lentilles, qui étaient jusque-là extrêmement grossières. Ça a permis des progrès pratiques. Par exemple, la conception de lunettes, comme les miennes, pour corriger la vue, pour les myopes, pour les hypermétropes. C'est à cette époque-là, aussi en 1590, que fut conçue la première lunette astronomique. Celle-ci a très vite été reprise et améliorée par Galilée. Donc en fait, Galilée n'est pas l'inventeur de la lunette dite de Galilée. Il a simplement repris la lunette existante et l'a améliorée de manière importante. On sait les progrès qu'il a fait en observant les étoiles, les planètes. Il a découvert les satellites de Jupiter, dits satellites galiléens, les 4 plus gros satellites de Jupiter. Il a étudié les structures de la Lune, ses montagnes, ses vallées, montrant que la conception antique d'une Lune lisse, idéale, d'un concept un peu théologique, la perfection du ciel, l'imperfection du monde sublunaire, le nôtre. Donc, cette idée que la Lune était loin d'être un objet lisse et parfait, fut un concept assez bouleversant à l'époque. Les théologiens, à l'époque, n'ont pas beaucoup apprécié que Galilée dise la Lune, il y a des montagnes, il y a des vallées. C'est étonnant, hein, de notre époque, de se dire, ouais, ça paraît pas mal de dire ça, mais à l'époque, c'était un gros changement. Galilée a aussi conçu les premiers microscopes, qui ont été repris, améliorés ensuite par d'autres, qui ont découvert plus tard, on sait, les microbes, etc. Donc, il y a vraiment un aller-retour entre une meilleure compréhension des phénomènes, ici la lumière, l'amélioration des instruments, grâce à cela, amélioration des instruments qui, en retour, permettent encore une meilleure compréhension de la lumière et d'autres choses. Donc il y a un aller-retour entre science et technique.
Kepler, en 1604, celui des lois sur la gravitation, les lois de Kepler, a étudié, en 1604, la propagation de la lumière dans des milieux transparents. Et il a aussi séparé le concept, assez grossément à l'époque, d'ondes sphériques, donc une onde lumineuse qui se propage de manière sphérique, et de rayons lumineux. Un rayon lumineux n'étant jamais qu'un faisceau d'ondes sphériques qui s'élargit. Il a ainsi pu mettre en évidence que l'intensité de la lumière diminue avec le carré de la distance. Donc, une lumière émise, jusqu'à un point, 2 fois plus loin, elle est 4 fois moins intense. Pour Kepler, et d'ailleurs pour tous ses contemporains, à l'époque, la vitesse de la lumière était infinie. C'était quelque chose d'instantané. Les choses allaient changer. Donc dans la prochaine vidéo, nous continuerons notre petite excursion historique en passant à Descartes. Je vous remercie.